Cela faisait déjà presque 2 années que mes amis géologues et moi-même étions dans l'Hérault. Cette région du sud de la France, principalement couverte de roches calcaires, fait partie des hauts lieux de la spéléologie et compte pas moins de 3600 cavités souterraines recensées. L'idée de se lancer à la découverte de ces mondes souterrains a donc facilement germé durant cette période. Ayant fait nos stages de fin d'études au sein du laboratoire Géosciences de Montpellier, nous avons eu l'occasion de rencontrer certains géologues passionnés de spéléologie. C'est auprès de ces personnes que nous nous sommes renseignés s'il était faisable de faire de la spéléologie avec peu d'équipement et sans grande difficulté pour des novices comme nous. La réponse fut oui, mais à condition d'explorer une cavité sans trop de dénivelé, avec un minimum d'équipement pour se protéger et voir, mais aussi avec une certaine rigueur de la gestion du temps, et bien entendu, jamais seul. Après quelques recherches, une grotte fut sélectionnée pour cette première exploration, la grotte du Banquier. Cette cavité, bien connue des clubs de spéléologie de la région, est cachée dans le cirque du bout du monde, au sein de ces falaises dolomitiques. Après 15 minutes de marche dans la forêt qui occupe la vallée, l'entrée bien cachée dans le sous-bois est facilement atteignable. Elle n'est pas très large, pas plus de 70 cm de diamètre, mais débouche rapidement sur une échelle, puis sur une première galerie. Cette grotte, comportant pas moins de 6,5 km de galeries connues, offre dans sa première partie de grands volumes plus ou moins concrétionnés. Nous en profitons donc pour faire quelques photographies. À près de 300 mètres de l'entrée, la galerie principale que nous suivions change subitement de direction pour descendre plus en profondeur dans cette dolomie découpée au couteau. La cavité devient de plus en plus humide et moins concrétionnée. Les parois sont directement découpées par les coups répétés de l'eau lorsqu'elle circule et que l'on appelle coups de gouge. Malheureusement, le temps passe très vite, déjà 5 heures d'exploration, et nous nous retrouvons stoppés dans notre progression par un lac souterrain situé à près de 600 mètres de l'entrée. À ce stade, il est temps pour nous de faire demi-tour et de sortir de la cavité. De cette exploration, nous sommes repartis ravis, mais aussi motivés pour continuer dans cette fabuleuse pratique qu'est la spéléologie. Bien entendu, tout géologue que nous sommes, parmi les nombreux débris qui jonchaient le sol de la grotte, nous avons récolté quelques débris de concrétion. Parmi ces échantillons, une stalagmite a été découpée puis vernie. Grâce à cette préparation, il est possible d'observer l'ensemble des dépôts qui ont, petit à petit, formé cette concrétion. L'alternance de couleurs étant liée ici aux variations climatiques qu'elle a connues durant sa croissance. Six mois après notre première exploration, l'une de mes amies qui m'avait accompagné dans la grotte du Banquier m'indiqua une seconde cavité tout aussi facile d'exploration. La grotte du Sergent fut donc choisie pour être notre deuxième terrain d'aventure. Cette cavité présente 3,7 km de développement, soit une longueur totale connue 2 fois moins importante que la précédente grotte. Cependant, la description faite par nos professeurs et spéléologues annonce des salles bien plus grandes et intéressantes à visiter. Nous préparons de nouveau notre matériel et cette fois-ci je décide de prendre plus de lampes pour pouvoir filmer notre exploration. De plus, nous mettons aussi nos affaires dans des sacs étanches au cas où nous rencontrions de nouveau des lacs souterrains. Nous voilà cette fois-ci partis en direction des gorges de l'Hérault, au nord du petit village de Saint-Guilhem-le-Désert. Cette grotte est plus difficile d'accès,
En effet, après avoir garé la voiture le long de la nationale, il nous faut encore randonner pendant 30 minutes sur un fin sentier bien couvert par la végétation et au fort dénivelé. Cependant, il offre par endroits de magnifiques points de vue sur le vallon où se situe la cavité. Après cette bonne marche, nous voilà enfin arrivés à l'entrée, ou plutôt, devrais-je dire, au pied de l'exurgence. En effet, pour atteindre réellement l'entrée du sergent, il nous faut encore gravir une paroi en marche d'escalier de 5 mètres de haut qui, lors de périodes de forte précipitation, doit ressembler à une magnifique cascade. En effet, les orages et autres épisodes cévenols sont notre principale inquiétude. Si les précipitations sont suffisantes, l'eau d'infiltration peut littéralement inonder les cavités souterraines, comme il en sera le cas quelques semaines plus tard. Heureusement pour nous, aucune précipitation les jours précédant notre venue. La grotte s'annonce donc relativement sec. Cependant, il s'agit quand même d'une grotte, et l'air frais, à peu près 12 degrés, et l'humidité de la cavité se ressent déjà, tandis que cet abri naturel nous offre un point de vue magnifique sur les reliefs locaux. En se retournant, la cavité se présente comme une descente progressive dans l'obscurité. 30 mètres plus loin, le plafond commence à être de plus en plus bas et l'obscurité est totale. C'est à ce moment que les premières concrétions apparaissent. Moins d'une dizaine de colonnes semblent soutenir le toit de la cavité. Plus loin, la galerie continue de descendre et commence à s'élargir. De grandes stalactites, colonnes et draperies jalonnent la galerie qui se rétrécit puis s'élargit de nouveau. Nous débouchons cette fois-ci sur une longue et large galerie peu concrétionnée et dont le sol est principalement couvert par du sable, mais aussi par les blocs tombés du toit de la cavité lors des derniers grands séismes de la région. Par endroits, la galerie principale peut se diviser en deux. C'est souvent le moment de marquer une petite pause pour se repérer, scruter les détails de la bifurcation et les éventuelles flèches colorées laissées par les précédentes équipes de spéléologie afin de ne pas se perdre dans ce dédale souterrain. Parfois, la galerie est tellement large et haute de plafond qu'on pourrait se croire dans un tunnel de métro. Il est souvent difficile d'imaginer que ce vaste creux a bien été créé par l'eau qui s'écoule au sein du karst. Bien entendu, par cette obscurité mêlée au silence qui règne dans cette grotte, on peut facilement penser que nous sommes seuls. Mais ce n'est absolument pas le cas. Dans certains recoins de la cavité, de petites chauves-souris nous observent et parfois viennent nous survoler pour nous rappeler que nous sommes bien évidemment chez elles. Nous continuons notre progression et arrivons, comme indiqué sur la carte topo, à l'endroit de la forêt. Zone de la grotte où stalagmites, stalactites et magnifiques exemples de colonnes se concentrent pour former ce sous-bois géologique. Alors que la galerie semble se rétrécir une dernière fois, laissant apercevoir le moment du retour sur nos pas, la déception de ne plus pouvoir continuer fut vite remplacée par une superbe découverte. Derrière cette ouverture se cache une immense salle dont la hauteur serait bien de 20 mètres. Nos lampes n'arrivent pas suffisamment à éclairer l'ensemble et donnent un effet de grandeur décuplé. D'après nos observations, il se pourrait que cette salle se situe le long d'un plan de faille. Les multiples effondrements qui remplissent la cavité n'ont fait que l'agrandir en suivant ce plan subvertical, donnant au passage
cette immensité digne de nos cathédrales. Après avoir continué sur une bonne 60aine de mètres, dans un couloir assez étroit, nous débouchons sur une seconde salle tout aussi grande, mais qui renferme de magnifiques et imposantes colonnes tombées sur le fond. Parmi elles, encore une se dresse fièrement, le grand pilier, qui donne son nom à cette partie de la grotte. À ce moment, il reste encore plus de 100 mètres de galerie à explorer. Cependant, cette dernière partie nécessite l'utilisation d'un matériel que nous n'avions pas. C'est donc avec regret que nous décidons de faire demi-tour et de mettre fin à cette exploration souterraine. Malgré cela, nous partons heureux de cette seconde cavité qui nous aura laissé, elle aussi, de jolis souvenirs et découvertes spéléologiques.